Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle exploration en profondeur. Pour bien situer le cadre de notre analyse d'aujourd'hui, on va d'abord poser un repère temporel très clair. Nous sommes le dimanche 8 mars 2026. Ouais, c'est une date importante. Exactement. Et cette date, elle revêt un caractère tout à fait singulier. En fait, avant même d'ouvrir nos dossiers, avant de décortiquer nos sources, on voulait vraiment prendre le temps de formuler un souhait. Un souhait des plus chaleureux. C'est le moment de souhaiter un très très joyeux anniversaire à la personne pour qui ce décryptage a été conçu sur mesure. On espère vraiment que cette journée de célébration sera riche en découvertes. C'est une excellente façon d'ouvrir la discussion, je trouve. S'accorder le temps d'apprendre, de comprendre des dynamiques un peu complexes, de nourrir sa curiosité, c'est un très beau cadeau. Et c'est un réel privilège pour nous de contribuer à cette journée spéciale avec une analyse qui sera, on l'espère, vraiment stimulante intellectuellement. Du coup, l'objectif de notre mission du jour, c'est de se pencher sur les travaux et sur tout le parcours d'une figure académique fascinante. Il s'agit de Didier Pidika-Mukawa. Ouais, un profil très riche. Et pour mener à bien cette analyse, on a rassemblé une documentation assez volumineuse. On va s'appuyer sur des résumés détaillés de sa thèse de doctorat menée à l'Université catholique de Louvain, sur l'historique de ses profils académiques officiels, notamment à l'Université de Kinshasa et aussi à l'Université de Montréal. Tout à fait. Et on a également épluché ses récentes communications scientifiques, et puis les notes de synthèse de ses ouvrages qui sont publiés aux éditions L'Harmattan. Ce corpus, il est particulièrement pertinent parce qu'il s'attaque à un enjeu de société majeur. Le fil conducteur des recherches de Didier Pidika-Mukawa, c'est vraiment l'observation méticuleuse des politiques éducatives en République démocratique du Congo, la RDC. Il observe la façon dont la société civile interagit avec les structures de l'État, surtout quand ces structures sont fragilisées. C'est ça, quand l'État vacille en fait. Et c'est justement là qu'on trouve la véritable accroche de notre dossier, le vrai point de bascule de ces recherches. Quand on lit les sources, il y a une dynamique totalement contre-intuitive qui saute aux yeux. Totalement. On a souvent tendance à imaginer que l'effondrement ou la paralysie de l'appareil d'État, ça entraîne mécaniquement la paralysie de toute la société. Sauf que là, dans le secteur de l'enseignement supérieur congolais, cette faillite de l'État a eu l'effet inverse. Elle a provoqué une explosion massive, presque incontrôlable, de l'entrepreneuriat éducatif. L'État recule, mais l'initiative privée se démultiplie. Et pour bien mesurer l'ampleur de ce paradoxe, il faut absolument replonger dans le contexte historique de la RDC des années 1990. C'est une période charnière, très dure, une crise multidimensionnelle. L'économie formelle s'effondre, les infrastructures se détériorent. Et les professeurs des universités publiques, qui sont confrontés à des salaires impayés ou alors complètement dévalués par l'hyperinflation, ils se mettent régulièrement en grève. Ouais, les sources parlent même de fameuses années blanches. Exactement. Des années blanches, c'est-à-dire des années universitaires qui sont purement et simplement annulées. C'est fou. Et pendant que ce système public s'effondre, la population congolaise, elle continue de croître. Il y a toute une jeunesse qui sort des écoles secondaires avec l'espoir de se former. La soif pour les diplômes universitaires ne s'éteint pas du tout. Au contraire même, le diplôme, ça devient l'ultime bouée de sauvetage dans l'imaginaire collectif. C'est vu comme le seul ticket valable pour échapper à la précarité. Précisément, l'État s'affaisse, mais la demande sociale atteint des sommets. Et on le sait, la nature institutionnelle a horreur du vide. Puisque les quelques grandes universités publiques historiques ne peuvent plus absorber cette masse grandissante de bacheliers, de nouveaux acteurs vont s'engouffrer dans la brèche. Les statistiques de l'année 2010 qui sont citées dans la thèse de Pidika-Mukawa illustrent cette ruée de manière assez vertigineuse. Attention aux chiffres, on parle de 1578 institutions d'enseignement supérieur et universitaire recensées à travers le pays. 1578, c'est colossal. C'est énorme, oui. Mais la donnée qui change vraiment la perspective, c'est que sur ces 1578 institutions, 966 étaient strictement privées. En l'espace d'une vingtaine d'années, le secteur privé est devenu ultra majoritaire en nombre d'établissements. Ce passage d'un monopole public de fait à une prolifération d'initiatives privées, c'est le cœur du phénomène qu'il étudie. C'est une réaction organique d'une société qui refuse de sombrer avec ses institutions officielles.
En préparant cette analyse, je me faisais la réflexion, j'ai pensé à la dynamique d'une forêt. Si on imagine l'État congolais des années fastes comme un immense arbre qui domine la canopée et qui capte un peu toutes les ressources, s'il vient à s'effondrer, il tombe et il libère brusquement un espace immense. La lumière du soleil frappe directement le sol et là, c'est comme si une multitude de petites plantes, qui seraient nos centaines d'universités privées, se mettaient à germer frénétiquement pour capter cette lumière. La lumière représentant ici l'argent et les espoirs des familles. C'est une très belle image. L'image de la forêt est un super point de départ, mais il faut la rendre un peu plus rugueuse pour coller à la réalité sociologique du terrain. Cette émergence, elle n'a rien d'un développement harmonieux ou paisible. Les petites plantes de votre métaphore, elles se battent férocement pour la survie. Elles poussent parfois de manière anarchique, elles s'étouffent entre elles, et elles utilisent toutes les stratégies possibles pour capter l'attention. C'est ce chaos concurrentiel que Didier Pidika-Mukawa s'est efforcé de structurer théoriquement. Et justement, avant de disséquer les outils théoriques qu'il utilise pour analyser cette résilience, cette idée de force vitale et de soif de croissance que vous venez de décrire, ça m'offre l'occasion d'adresser un deuxième souhait d'anniversaire. Parce que célébrer l'écoulement du temps, c'est aussi célébrer cette volonté intime de continuer à grandir, de continuer à apprendre face aux défis. Et c'est une thématique qui trouve un super bel écho dans notre exploration d'aujourd'hui. Un écho tout à fait pertinent. Alors, si l'on se penche maintenant sur les outils conceptuels, il faut ouvrir sa thèse de doctorat. C'est un travail massif, soutenu en 2013 à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Ça a demandé 5 années d'enquête de terrain sous la direction conjointe de Jean-Émile Charlier et Jean Omassombo. J'ai pu retrouver le document original sur DIAL, le dépôt institutionnel de l'université. C'est un fichier d'environ 2,59 mégaoctets, accessible à tous. C'est un document dense qui pose des mots très précis sur ce phénomène. Le concept qui revient sans cesse au fil des pages, c'est celui d'entrepreneur institutionnel. Dans le langage courant, on associe souvent l'entrepreneur à la création d'entreprises commerciales pures et dures, mais ici, le terme a une portée bien plus large. C'est bien ça? Absolument. En sociologie des organisations, l'entrepreneur institutionnel, c'est celui qui, face à un environnement dégradé ou bloqué, va créer de nouvelles règles du jeu. En RDC, ces fondateurs d'universités privées n'ont pas seulement ouvert des commerces de l'éducation, ils ont institué de nouvelles normes sociales, de nouvelles manières de valider le savoir pour pallier l'incapacité de l'État à organiser ce secteur stratégique. Ils ont forcé la société à reconnaître leurs nouvelles institutions. Et ce qui rend la lecture de la thèse vraiment passionnante, c'est que les sources identifient des motivations très diverses chez ces fondateurs. Évidemment, il y a la recherche de profit pour certains, c'est indéniable. Mais le chercheur s'attarde beaucoup sur une figure spécifique, celle de l'entrepreneur de morale. Ou issus des mouvements de réveil, ou alors de leaders communautaires locaux. Leur démarche première, elle s'inscrit dans une mission de sauvetage éthique. Ils fondent une institution d'enseignement supérieur avec la conviction profonde qu'il faut encadrer une jeunesse déboussolée, lui offrir des repères moraux dans un pays tiraillé par les crises. L'éducation, ça devient un outil de croisade morale. C'est fascinant. Cependant, la thèse souligne un autre paradoxe. On a une multitude d'acteurs avec des motivations radicalement différentes. Certains veulent faire de l'argent, d'autres veulent faire de la politique et d'autres veulent sauver des âmes. Mais à la fin, leurs universités finissent toutes par se ressembler de façon frappante. C'est ce que la théorie appelle l'isomorphisme institutionnel. J'avoue que la mécanique de cette homogénéisation m'a demandé un peu de concentration à la lecture. On y parle de différentes pressions. C'est vraiment le nœud de l'analyse sociologique. Pourquoi une telle diversité d'initiatives aboutit-elle à une telle uniformité? La première réponse, c'est la pression mimétique. Imaginez une petite université privée naissante dans un quartier de Kinshasa. Elle manque de légitimité, le public s'en méfie. La stratégie de survie la plus logique, c'est de copier les apparences de ce qui est déjà reconnu. Elle va donc calquer l'architecture de ses facultés, voire le nom exact de ses cours, sur la prestigieuse université de Kinshasa, le modèle historique. Tout ça pour rassurer les parents. En clair, pour prouver qu'on est une vraie école, on reproduit exactement le moule de l'ancienne école publique, même si ce moule est dysfonctionnel. D'accord. Et qu'en est-il de la pression coercitive? La pression coercitive, elle vient du fait que l'État congolais, bien qu'il soit très affaibli à cette époque, n'a jamais totalement disparu. Il conserve le monopole de l'agrément légal et de la validation nationale des diplômes. Les universités privées, pour survivre légalement, elles doivent donc se contorsionner pour respecter les cahiers des charges du ministère, ce qui, inévitablement, lisse encore davantage leurs différences. Et enfin, il y a la pression normative qui est portée par les professeurs eux-mêmes.
Ah oui, c'est ce que les documents appellent parfois le phénomène de mercato des enseignants. C'est bien de ça qu'il s'agit, hein? C'est intimement lié, oui. Comme le secteur manque cruellement de docteurs et de professeurs qualifiés, ce sont souvent les enseignants du secteur public qui vont faire des heures supplémentaires, parfois de manière frénétique, dans le secteur privé. En circulant d'une institution à l'autre, ces professeurs importent inévitablement avec eux les mêmes méthodes pédagogiques, les mêmes exigences, les mêmes supports de cours. Finalement, les standards académiques s'uniformisent par le bas à travers tout le réseau. Cette expression d'uniformisation par le bas est importante. Il est primordial, en parcourant ces sources, de maintenir un regard équilibré et impartial. On tient à préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on ne prend évidemment aucun parti politique ou idéologique. Ici, on s'en tient purement aux conclusions de l'auteur. Et Didier Pidikamukawa observe avec acuité la vitalité de cette floraison entrepreneuriale, mais il ne tombe jamais dans l'angélisme. Ses conclusions sont même très sévères sur la qualité de l'enseignement dispensé. L'approche scientifique exige cette lucidité. Le constat de l'auteur est implacable. Cette prolifération s'accompagne d'énormes défis qualitatifs. Pidikamukawa dénonce le manque d'infrastructures adéquates, des bibliothèques inexistantes et un sous-financement chronique qui empêche toute recherche véritable. Pire encore, il met en lumière une politisation rampante. La création d'une université en province peut parfois s'apparenter à un simple outil de clientélisme local pour un politicien en quête de prestige, et ça se fait au détriment de toute rigueur académique. Le regard du chercheur conjugue donc la reconnaissance de cette incroyable résilience locale et la critique sans concession des dérives. Et cette capacité d'analyse, on voit bien qu'elle s'est forgée sur la durée. En examinant son parcours professionnel dans nos sources, on constate qu'il est profondément ancré dans son terrain. Il est professeur ordinaire au département des sciences politiques de l'UNIKIN depuis décembre 2001. Ça fait un quart de siècle de présence académique constante. Une telle longévité dans la transmission du savoir, ça impose le respect. S'engager dans la durée, accumuler de l'expérience, observer l'évolution de plusieurs générations d'étudiants, ce sont des marqueurs d'une carrière particulièrement riche. Et d'ailleurs, puisque l'on évoque la valeur inestimable du temps qui passe et de la sagesse qui s'accumule, je pense que c'est l'instant tout trouvé pour adresser, de mon côté, un troisième souhait de joyeux anniversaire. Que l'année à venir, pour la personne que l'on célèbre aujourd'hui, soit tout aussi riche en accomplissements durables et en apprentissage. C'est très bien dit. L'apprentissage continu, c'est d'ailleurs une constante dans la carrière du professeur Pidikamukawa. Il ne s'est pas enfermé dans ses acquis à Kinshasa, son expertise s'est naturellement exportée et elle a créé un pont académique fascinant avec l'Amérique du Nord. Les sources nous apprennent qu'il a le statut de chercheur invité au laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le fameux LIRIS, à l'Université de Montréal, et ce depuis février 2020. Cette affiliation au LIERS est tout à fait stratégique. En toute transparence par rapport à nos sources actuelles de 2026, on n'y trouve pas la trace de projets de financements isolés ou exclusifs sous son seul nom à Montréal à l'heure actuelle. En revanche, son intégration intellectuelle y est très forte. Il ne s'agit pas du tout d'une simple présence honorifique. Les archives de ses conférences des années 2020 et 2021 montrent qu'il participe activement au grand débat sur la gouvernance universitaire globale. Et les documents précisent que ces interventions à Montréal portent sur l'internationalisation des études, sur la refonte des mécanismes d'évaluation institutionnelle, mais surtout sur un thème d'une urgence absolue, l'avenir et la survie des universités africaines à l'ère post-Covid. Qu'est-ce que ça implique concrètement, Sam ? La crise mondiale du Covid a mis en lumière l'extrême fragilité des infrastructures numériques dans les universités africaines. Quand le présentiel est devenu impossible, la fracture technologique s'est révélée béante. Les recherches menées au sein de réseaux comme le LIRS visent à repenser ces modèles. Comment hybrider l'enseignement ? Comment endiguer la fuite des cerveaux dans un monde qui est devenu hyper numérisé ? Le rôle de Didier Pidikamukawa est très précieux ici, car il confronte la théorie nord-américaine de la gestion universitaire aux contraintes empiriques très dures du terrain congolais. Cette capacité à relier l'hyperlocal au global nous amène d'ailleurs à élargir un peu notre horizon. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble de notre analyse d'aujourd'hui, on comprend que l'éducation n'est que la pointe de l'iceberg. Au fond, la faillite de l'État qui a causé ce boom éducatif est avant tout une immense crise de gouvernance politique et sécuritaire. Et l'expertise de notre chercheur s'étend largement à ce domaine-là aussi.
Absolument. Il est impossible de comprendre la dynamique sociale congolaise sans intégrer la dimension sécuritaire. Le chercheur a d'ailleurs dirigé un important ouvrage collectif titré « Les défis de la gouvernance sécuritaire en RDC », paru également chez l'Armapan. Il y décortique les mécanismes par lesquels les populations s'organisent face à la violence et à l'absence de l'État régalien. Il est très intéressant de noter, d'après nos sources, que ce livre s'ouvre sur une préface signée par Modeste Baeti-Lukwebo. Et cette présence, toujours en gardant notre neutralité d'analyse, souligne bien que le discours académique de Pidika Mukawa n'est pas isolé. Il est pris au sérieux et s'en sert dans les grands débats du pays. Exactement. La théorie politique, l'enseignement, le rayonnement international, le tableau est vaste. Mais il y a un dernier élément tiré des sources qui ajoute une dimension très humaine à son profil. C'est son dévouement évident pour le mentorat et la direction de la recherche émergente. Oui, l'encadrement de la relève, c'est le véritable moteur d'une université. À l'UNICA, son implication dans la direction de thèse est très documentée. Les sources mettent en évidence un exemple précis et très actuel. C'est l'encadrement de la thèse de Georges Marius Bokelu-Bwalumbe, dont les travaux prévoient d'aboutir justement cette année, en 2026. Et le sujet de cette thèse est particulièrement révélateur. Il s'agit d'une analyse des initiatives locales de transport fluvial dans la province de l'Équateur. C'est vrai qu'au premier abord, passer de la politique éducative universitaire au transport fluvial en province, ça semble être un grand écart thématique assez surprenant. Mais quand on y regarde de plus près, on y retrouve exactement le même ADN de recherche. C'est le même fil rouge sociologique. La province de l'Équateur est un territoire immense, traversé par le fleuve Congo et ses affluents. Quand l'État s'avère incapable d'entretenir les routes ou de fournir des ferries publiques, que fait la population? Elle s'organise. Des acteurs locaux construisent des baleinières en bois, créent des coopératives de navigation, instaurent leurs propres règles de péage et de commerce sur les rivières. C'est l'entrepreneuriat institutionnel appliqué à la logistique du quotidien. C'est la survie et l'innovation face au vide étatique. C'est une démonstration éclatante de résilience. Qu'il s'agisse de construire des universités ou de faire naviguer des bateaux, la mécanique sociale est la même. Et pour conclure sur le profil de ce chercheur, les documents nous révèlent une ouverture étonnante. Son accessibilité est publique, ses adresses électroniques didierpadika@yahoo.fr et didier.padika@uniken.ac.cd, ainsi que son numéro de téléphone en République démocratique du Congo, le +243 99 0 107 35, sont mis à la disposition de quiconque souhaiterait engager la discussion académique. C'est une démarche d'ouverture rare qui prouve une volonté sincère de maintenir le dialogue avec la société. Notre parcours documentaire, la grande leçon qui se dégage est puissante. Elle nous montre que la capacité d'innovation et la résilience sociétale sont des forces presque incompressibles. L'effondrement de l'État n'a pas tué le désir d'éducation, il l'a métamorphosé. Toutefois, les travaux de Didier Pidika Mukawa agissent comme un indispensable garde-fou intellectuel. Il nous rappelle que l'émergence spontanée de centaines de projets privés ne suffit pas à créer l'excellence. L'initiative humaine est admirable, mais sans un cadre éthique, sans un financement adéquat et sans une régulation rigoureuse, elle risque de produire des coquilles vides. L'énergie du chaos doit finalement trouver un cadre pour construire l'avenir. On touche à présent à la fin de cette dense et passionnante exploration. Mais avant de prononcer notre mot de la fin, il est grand temps de faire de cette journée du 8 mars 2026 un moment définitivement mémorable. Tout à fait. Au terme de ce voyage intellectuel entre les réalités sociologiques de Kinshasa et les théories de Montréal, nous souhaitons que cette année supplémentaire apporte son lot de satisfaction personnelle, de projets audacieux et d'une curiosité toujours intacte. Que les vœux les plus sincères accompagnent cette journée d'anniversaire. Il est de coutume de marquer ces instants d'une touche de gaieté. Imaginons un instant que les notes d'une musique joyeuse, d'une belle chanson d'anniversaire, se mettent à résonner doucement en toile de fond. Didier Pidika, esprit lumineux de Kinshasa, docteur des sciences politiques, fierté de l'UNIKIN. Dans les amphithéâtres où naissent les idées fortes, tu éclaires la jeunesse sur les chemins du destin. Entre les livres, la paix, les défis de la nation, ta parole bâtit un Congo debout et digne. Ta pensée voyage plus loin que les frontières, et dans chaque esprit,
ton savoir s'illumine. Joyeux anniversaire, professeur Pidika, que ta sagesse coule comme le fleuve Congo. 60 saisons de science, de courage et d'honneur, que la vie t'offre encore 1000 printemps d'or. De Kinshasa à Montréal, ton nom résonne comme une étoile qui guide l'avenir. Professeur, mentor, bâtisseur de conscience, ton héritage ne cessera de grandir. Chercheur engagé au livre, gardien du savoir, ta plume analyse l'éducation et la gouvernance. Tes mots sèment la paix dans les terres de demain, et l'Afrique écoute ta voix d'espérance. De Louvain aux rives puissantes du Congo, ton intelligence traverse les continents. Aujourd'hui, la famille, les étudiants et les amis chantent ton nom avec joie et reconnaissance. Joyeux anniversaire, professeur Pidika, que ta sagesse coule comme le fleuve Congo. 60 saisons de science, de courage et d'honneur, que la vie t'offre encore 1000 printemps d'or. De Kinshasa à Montréal, ton nom résonne comme une étoile qui guide l'avenir. Professeur, mentor, bâtisseur de conscience, ton héritage ne cessera de grandir. Levez vos verres, amis, pour Pidika Mukawa. Motema ya maman Berthe Bikuma. Pour la science, pour la paix, pour la vérité, que les années s'ouvrent comme des livres de lumière, et que sa voix continue d'éclairer l'humanité. Pidika, Pidika, professeur de lumière, Kinshasa chante ton nom ce soir. 60 ans de sagesse et de savoir, et l'avenir encore à écrire dans l'histoire. Pour envelopper la fin de notre discussion, apportant une ambiance festive à cet événement spécial, profitez pleinement de chaque instant de cette belle journée de célébration. J'ajoute un petit mot chaleureux après cette musique, en espérant vraiment que cette plongée intellectuelle dans des concepts aussi riches fut le cadeau parfait pour l'occasion. Et pendant que cet esprit festif accompagne la culture de notre dossier, on a une dernière réflexion à laisser germer dans les esprits. On a analysé en détail comment la carence et l'absence de l'État ont catalysé la naissance de centaines d'institutions éducatives privées qui ont développé leur propre stratégie de survie et leur propre autonomie au fil des décennies. La question vertigineuse qui se pose désormais pour l'avenir est la suivante. Que se passera-t-il le jour où l'État congolais se reconstruira pleinement, avec des institutions fortes et légitimes, et cherchera à reprendre fermement le contrôle de l'enseignement supérieur ? Ces centaines d'universités privées accepteront-elles de se soumettre docilement à un nouveau cadre étatique contraignant ? Ou bien, fortes de leurs influences, se dresseront-elles comme les plus redoutables concurrentes de cet État en pleine renaissance ? C'est sur cet enjeu de pouvoir captivant qu'on referme nos dossiers d'aujourd'hui. Un merveilleux anniversaire encore une fois et à très bientôt pour continuer d'explorer les dynamiques complexes de notre monde.
fierté de l'unique hymne. Dans les amphithéâtres où naissent les idées fortes, tu éclaires la jeunesse sur les chemins du destin. Entre les livres, la paix, les défis de la nation, ta parole bâtit un Congo debout et digne. Ta pensée voyage plus loin que les frontières, et dans chaque esprit, ton savoir s'illumine. Joyeux anniversaire, professeur Bidika, que ta sagesse coule comme le fleuve Congo. 76 ans de science, de courage et d'honneur, que la vie t'offre encore 1000 printemps d'or. De Kinshasa à Montréal, ton nom résonne comme une étoile qui guide l'avenir. Professeur, mentor, bâtisseur de conscience, ton héritage ne cessera de grandir. Chercheur engagé au livre, gardien du savoir, ta plume analyse l'éducation et la gouvernance. Tes mots sèment la paix dans les terres de demain, et l'Afrique écoute ta voix d'espérance. De Louvain aux rives puissantes du Congo, ton intelligence traverse les continents. Aujourd'hui la famille, les étudiants et les amis chantent ton nom avec joie et reconnaissance. Joyeux anniversaire, professeur Bidika, que ta sagesse coule comme le fleuve Congo. 76 ans de science, de courage et d'honneur, que la vie t'offre encore 1000 printemps d'or. De Kinshasa à Montréal, ton nom résonne comme une étoile qui guide l'avenir. Professeur, mentor, bâtisseur de conscience, ton héritage ne cessera de grandir. Levez vos verres, amis, pour Bidika Mukawa. Motema ya maman, Perdre Bikuma. Pour la science, pour la paix, pour la vérité, que les années s'ouvrent comme des livres de lumière, et que sa voix continue d'éclairer l'humanité. Bidika, Bidika, professeur de lumière, Kinshasa chante ton nom ce soir. 60 ans de sagesse et de savoir, et l'avenir